Et salut à toi très cher investisseur rentable, c'est Yann. C'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui pour cette vidéo immobilière du jour. Petit café, tu vas venir avec moi, on va aller se poser dans le salon et je vais t'expliquer tous les points importants, tous les points déterminants à connaître et toutes les choses auxquelles tu dois faire attention quand tu achètes ou que tu projettes d'acheter avec un locataire dans les lieux. Et tu vas voir qu'il y a beaucoup de choses à savoir. Alors, tu vas voir, il y a un certain nombre de choses importantes. Alors déjà, premièrement, si tu veux profiter de mon livre offert, tu as un lien quelque part autour de cette vidéo, hein, si tu ne l'as pas encore téléchargé, la méthode des investisseurs rentables. C'est un livre PDF. La version numérique est offerte, donc tu cliques quelque part autour de cette vidéo dans la description. Tu trouveras un lien pour le télécharger. Et alors aujourd'hui, je voulais partager avec toi quelque chose d'assez important finalement, l'achat avec un locataire dans les lieux. Tu vas voir qu'il y a un certain nombre de points positifs et un certain nombre de points négatifs et un certain nombre de choses à savoir pour qu'on puisse négocier au mieux, faire baisser les prix et puis en profiter, négocier le virage au mieux finalement parce que tu as un locataire qui est là que tu n'as pas choisi. Alors la première chose à savoir, c'est que déjà, tu vas avoir une rentabilité qui va être souvent pas très bonne. Puisque quand il y a un locataire dans les lieux, on va souvent vendre au niveau de rentabilité classique auquel on échange les biens. Donc voilà, tu auras un petit 5%, un petit 6% éventuellement, un 8% en brut si tu as de la chance. Parce que si vraiment c'est très bien loué, il y a un très bon locataire, on va pricer, enfin, les agences ou le vendeur, on va pricer le prix, tu vois, à un niveau qui ne nous intéresse pas. Donc, comme d'habitude, ça ne change pas, il va nous falloir négocier. Il y a une technique de négociation qui est assez bonne et que j'utilise et que je te recommande d'utiliser, c'est d'être jamais content finalement. C'est-à-dire que, voilà, prenons l'exemple, tu achètes un immeuble, il y a 3 appartements, et ils sont tous loués, tu n'es pas content parce que toi, tu voulais, malheureusement, tu cherchais quelque chose qui était complètement vide, etc. Donc ça ne t'arrange pas, tu vois. Donc qui dit pas content dit on va commencer à avoir des compensations. Donc ça sera peut-être le moment de se mettre d'accord sur le prix. Si l'immeuble, c'est le contraire, il est complètement vide par exemple, pareil, il faut que tu ne sois pas content. Ah bah ouais, mais l'immeuble il est complètement vide, il faudra que je trouve le locataire moi-même. Et pareil, si l'immeuble il est à moitié plein, à moitié vide, tu vas dire ah oui, mais là, il y a 2 apparts qui ne sont pas loués, etc. Donc déjà, truc de base, pour commencer à amorcer une négociation, c'est bien de mettre le doigt là où ça fait mal et d'être pas content. Quoi qu'il arrive, garde en tête que voilà, faut essayer de faire en sorte de mettre le doigt, de remuer le couteau dans la plaie, tu vois. Donc, les locataires en place, souvent, rentabilité pas top et souvent, profil pas top. Parce que tu ne l'as pas choisi. Donc, quand tu choisis ton locataire, tu es sûr du profil théoriquement, et puis si tu suis un peu ce que je te recommande, tu as appris à chercher ton locataire et puis à faire en sorte de trouver les bonnes personnes pour les bons appartements. Là, tu n'as pas eu la chance de le faire, donc on part sur l'idée que le profil n'est pas exceptionnel. Ça, c'est pareil, ça va te faire un argument de négociation. C'est-à-dire, voilà, j'ai pas négocié, enfin, j'ai pas mis en place le locataire, j'ai pas négocié la rentrée du locataire, donc c'est pareil, ça m'embête. Voilà, le profil. Par contre, du coup, tu vas avoir une source d'optimisation. C'est-à-dire que tu vas pouvoir négocier les prix pour acheter moins cher, tout en ayant une réserve de rentabilité qui est là. Parce que ton locataire à qui tu loues pas très cher ou ton profil qui n'est pas forcément extrêmement top, le jour où il va s'en aller, tu vas pouvoir récupérer enfin l'appartement et là, repartir sur une stratégie haut de gamme, parce que c'est ce que je te conseille en tout cas, une stratégie en tout cas voilà, de refaire l'appartement, de faire des prestations plutôt sympas pour louer à un bon prix, pour augmenter le loyer. Voilà, là tu as une réserve de rentabilité, tu as une réserve qui n'existait pas avant. Et peu importe, les vendeurs ne vont pas prendre ça en compte dans la négociation. Tu vas négocier l'état actuel de l'immeuble, tu ne vas pas négocier les éventuels états futurs. Si je rajoute un locataire, j'en enlève un, je fais un appart dans les combles, etc. Donc ça, c'est important en fait d'identifier, si tu veux, à chaque fois que tu visites, d'identifier les sources d'optimisation futures possibles. Et tu vas voir que souvent, il y en a beaucoup. C'est ce que j'appelle dans mon livre, si tu as lu, les bonus cachés. Et ce genre de bonus cachés, il y en a souvent dans les appartements. Et alors, dans les appartements, il y en a
Des fois, mais dans les immeubles, il y en a très souvent, parce que les immeubles, qui dit immeuble dit plus de lots et dit plus de chances d'avoir des bonus cachés. Des fois, on a des greniers qui sont totalement habitables, qui sont grands, etc., qu'on peut refaire, on va pouvoir créer des appartements. Des fois, on a des appartements, comme je te l'ai dit, qui sont pas très bien loués, ou alors loués depuis très longtemps avec des loyers qui n'ont jamais été réévalués. Je pense souvent aux gens qui sont dans les lieux depuis 10 ans, depuis 15 ans. Tu sais que les loyers, s'ils n'ont pas été réévalués, c'est au ras des pâquerettes. Donc la rentabilité n'est pas top, donc tu vas pouvoir négocier. Tu vas un peu subir, entre guillemets, ce locataire qui est là depuis 15 ans. Bon, il n'y a pas trop de risque avec un locataire qui est là depuis 15 ans. Hein. Tu sais qu'il paye, tu sais qu'il est là, machin. C'est juste que l'appart, il est ruiné, hein, ça c'est clair. Donc... À ce moment-là, ils sont jaloux de venir, moi. Alors, désolé, tu vois, il y a un mec qui a dû passer en voiture, je sais pas, je me suis fait hacker le Bluetooth, on a eu de la musique qui avait rien à voir avec nous, il a dû réussir à se connecter sur les enceintes. Bon bref, c'est pas grave. Sans transition, qu'est-ce que je te disais? Oui, je te disais que si, en effet, tu as un locataire qui est là depuis 10 ans, 15 ans, on le sait que l'appart est ruiné. Parce que forcément, l'appart, tu vois, il a vieilli, il a pris, surtout quand les locataires, tu vois, sont un peu âgés, etc. Et puis, avant, on ne faisait pas trop le standing qu'on fait maintenant. Donc, l'appart, il faut vraiment que tu comptes un budget rénovation. Mais ça te permet aussi, encore une fois, de négocier un peu plus et de grappiller un peu plus de négociations encore sur le prix général de l'immeuble, dans mon exemple. Donc, voilà. Garde bien tout ça en tête et tu tournes tout à ton avantage. Ensuite, il faut que je te donne la liste, un peu la checklist des points à vérifier, vraiment les éléments qu'il faut que tu demandes. Donc note si tu veux, tous ces points-là, ils sont importants. Première chose, donc, c'est l'historique du locataire. J'ai commencé à t'en parler un petit peu, c'est-à-dire demande carrément le bail. Le bail pour voir de quel type de bail il s'agit, comment il est écrit, comment il est formalisé, est-ce qu'il y a un bail ou pas, parce qu'on arrive encore à voir dans les vieux immeubles avec des vieux locataires qui sont là depuis longtemps, des bails oraux. Il faut savoir que ça existe, c'est-à-dire des bails, on appelle ça un bail oral, c'est-à-dire des bails où il n'y a pas de bail, quoi. On n'a pas de bail écrit, on n'a pas de papier. C'est un accord simplement oral. Ça existe et le pire, c'est que c'est légal. Donc attention à bien demander le bail pour que tu vois s'il y en a un ou pas, comment il est formalisé, est-ce que c'est fait correctement. En plus, tu auras les dates d'entrée, tu auras vraiment, est-ce qu'il y a une revalorisation du loyer qui est prévue dans une clause du bail ou pas, etc. Tu auras tout ça, donc ça c'est important de le demander. Demande aussi l'historique de paiement des loyers de ton locataire, enfin de ton futur locataire. Parce qu'il faut savoir qu'un locataire qui a des problèmes de paiement, qui ne paye plus ou qui a des retards ou qui a un plan d'appurement en cours, c'est-à-dire un plan où on lui, tu vois, un plan d'appurement, c'est quelqu'un qui ne paye plus, on lui dit voilà, le loyer c'était, je sais pas, 500 €, vous n'arrivez plus à payer, vous allez donner tous les mois 50 et on va effacer comme ça petit à petit votre dette. Ça, c'est un plan d'appurement. Donc ça a pu éventuellement être mis en place. Parce que c'est toujours mieux d'apurer une partie de la dette que d'avoir zéro. Donc ça, si c'est en place, il faut que tu le saches. Donc demande cet historique et tu vas me dire, oui mais ça se trouve le propriétaire il peut mentir. En effet il peut mentir. Par contre, au moment de la signature de l'acte authentique, donc quand tu seras toi-même propriétaire, quand tu vas acheter, tu verras que l'historique de paiement des locataires est noté dans l'acte. C'est-à-dire que c'est du déclaratif, oui, ok. Par contre, c'est noté sur l'acte. Ça a été validé par le notaire, qui est quand même un officier du ministère public, etc. Donc ça donne un caractère exécutoire à l'acte. Donc si la personne a menti, si ton vendeur t'a menti et que c'est bien écrit noir sur blanc, et les locataires sont tous à jour de leur loyer et qu'en fait personne paye, là tu pourras sans problème avoir l'annulation de la vente, des dommages et intérêts, etc. Donc il n'y a pas trop de risques, si tu veux, sur ce point-là. Si on dit que les locataires payent, les locataires payent parce que les notaires savent très bien que c'est dangereux. Et puis les vendeurs savent très bien que c'est dangereux de faire des fausses déclarations à ce niveau-là. Ensuite, deuxième élément à vérifier, le profil du locataire. Parce que même si ce n'est pas ton locataire idéal, même si on ne sait pas combien de temps il va rester, ça se trouve il va partir, demande plus d'informations sur le profil. Essaye de mener un peu l'enquête. Tu sais, c'est comme un peu en visite, quand je te dis de jouer à Sherlock Holmes, tu vois, de mener l'enquête, de poser beaucoup de questions, de rebondir sur ce qu'on te dit pour avoir des indices et pour avoir des arguments de négo après. Et bien là, c'est pareil, tu vois. Pose un peu de questions, demande voilà, qu'est-ce que vous faites dans la vie, parce que les gens tu vas les rencontrer forcément, donc voilà, qu'est-ce que vous faites dans la vie, essaye de t'intéresser un peu au profil des gens et aux gens, comme ça tu vas pouvoir jauger. Tu vas pouvoir jauger s'il est bien dans l'appart ou pas. N'hésite pas à poser des questions type, voilà, vous êtes bien ici, vous vous plaisez ici, quels sont les défauts, quels sont les points positifs. Tu vas voir que des défauts que tu n'avais pas vus, le locataire en place va pouvoir te les donner. Genre, si tu n'avais pas vu que les fenêtres, c'était des vieilles fenêtres en bois, simple vitrage et tout, le locataire va te dire « Ouais, mais
je suis bien, sauf les fenêtres, quoi. En hiver, on se caille, et puis on entend tous les matins les camions poubelles, les gens dans la rue, etc. C'est le bordel. Et ben voilà, peut-être que toi, tu n'avais pas identifié ça, et ça va te donner encore un faisceau de choses que tu n'avais pas vues, un faisceau d'indices pour toi, pour tes projections, et surtout, encore une fois, des arguments de négociation. Donc note bien tous ces arguments de négociation. Je t'ai souvent dit qu'il fallait objectiver tes offres quand tu les fais. Pas dire c'est trop cher, mais dire c'est trop cher parce qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Donc ça te donne encore des objections pour ta négociation. Donc l'historique, le profil. Ensuite, il faut que tu regardes les engagements en cours. Ça, c'est important. Pose la question, est-ce qu'il y a des conventions locatives en cours, des engagements locatifs? Tu sais, par exemple avec l'ANA ou les conventionnements ou loi Borloo, etc. Parce que tous ces engagements, c'est un engagement de location sur plusieurs années, 6 ans, 9 ans, 12 ans. Quand tu rachètes ce type d'engagement, tu rachètes aussi l'engagement. Donc tu rachètes et l'avantage fiscal, entre guillemets, et l'engagement, et le temps qui reste à courir, et le loyer maximum, parce que quand il y a ce type d'engagement, ce type de conventionnement, il y a aussi des loyers maximum. Donc en fait, tu rachètes un peu tout le package. Donc là, ça devient beaucoup moins intéressant pour nous, investisseurs rentables. Sauf si vraiment tu veux faire à fond de l'ANA, tu veux faire à fond du Borloo, il y a des investisseurs qui se spécialisent dans l'ANA, etc. Moi, ce n'est pas spécialement ma stratégie. Je pense qu'il y a des choses qui sont plus simples et qui rapportent plus, et puis qui sont moins chiants niveau paperasse. Donc, mais attention, parce que si tu rachètes ce type de convention, ce type de conventionnement en cours, tu es condamné à aller jusqu'au bout. Donc, il faut bien poser la question. Donc, est-ce qu'il y a des engagements? Ensuite, les dépôts de garantie, dernier point important. Des fois, on se fait avoir, on oublie les dépôts de garantie, donc la caution, ce qu'on appelle vulgairement la caution, hein, tu sais, le mois ou les 2 mois éventuellement que les locataires vont donner en garantie si jamais ils abîment des trucs et que tu dois rendre à la fin. Quand tu achètes un bien, tu deviens propriétaire. C'est le propriétaire au moment du départ du locataire qui doit rendre ce dépôt de garantie. Donc théoriquement, ce qui se passe, la bonne façon de le faire, c'est que le jour de la vente, le notaire fait en sorte de faire ce qu'on appelle le calcul des prorata. Donc on vient calculer le reliquat de taxes foncières, etc. Et on vient justement, le vendeur va donner ses dépôts de garantie s'il les a perçus. Par exemple, si on a un immeuble avec, en tout, il y a 1 500 € avec tous les locataires de dépôts de garantie, eh ben, le vendeur va faire un chèque de 1 500 € à l'acquéreur pour lui rembourser ses dépôts de garantie. Puisque lui, il n'a plus besoin de les garder. C'est comme s'il les rendait, c'est comme si tous les locataires sortaient d'un coup. Et toi, en tant qu'acquéreur, tu vas le récupérer, et quand les locataires partiront, tu rendras le dépôt de garantie. Ou éventuellement, tu ne le rendras pas s'ils ont ruiné les appartements. Mais bon, bref. Après, ça redevient une location normale. Mais pense bien à faire ces prorata et à les demander si ce n'est pas fait, parce que j'ai vu plusieurs investisseurs qui avaient oublié, qui ne l'avaient pas fait, et puis ça avait été oublié, parce que voilà, il y a des notaires qui pensent à le faire, d'autres qui pensent peut-être pas à le faire, ou je sais pas trop comment ça s'est passé, mais bref, ça n'avait pas été fait. Et après, c'est la croix et la bannière pour récupérer. Parce que le locataire, lui, il s'en va, il veut son dépôt de garantie. Le vendeur, lui, il est loin, il s'en fout, tu vois. Limite, il est aux Bahamas en train de siroter un cocktail et il n'en a rien à faire de te rendre tes dépôts de garantie. Donc après, c'est recommandé, machin, coup de fil au notaire, tu passes 2 plombes et tu mets 6 mois pour récupérer l'argent. Donc pense bien à ça. C'est très important. Voilà un peu pour le tour d'horizon. Tu vois, je voulais un petit peu voir ça avec toi parce que c'est vrai que on se dit acheter, louer, c'est bien. Parce que, en effet, voilà, ça te couvre un peu, tu es un peu sûr, ça t'enlève un peu la phobie du débutant, de est-ce que je vais réussir à louer, est-ce que voilà, la banque va me faire confiance. En effet, ça aide la banque. Si c'est un peu loué déjà, oui, ça garantit un peu plus l'achat. Mais d'un autre côté, il y a plein de points à faire attention. Si cette vidéo t'a aidé et si elle t'a appris des choses, apporte ton pouce à l'édifice. Et puis, je te dis à très bientôt. Abonne-toi à cette chaîne pour ne rien rater. Tu es sur la chaîne des investisseurs rentables. Et à plus.